regardes les dépenses des gens, c'est des fous furieux. Est-ce qu'il faut quitter la France pour s'enrichir? Si je leur ai dit que j'ai fait 1700% en quelques jours sur une crypto, je pense que là j'avais des... Ils vont grincer des dents. Salarié, ça m'apporte plein de choses. Pourquoi tu veux attendre d'être payé une fois par mois quand tu peux être payé tous les jours? Florian, Clément, merci d'être avec moi aujourd'hui. Ça me fait super plaisir qu'on soit ensemble. On va parler salariat, entrepreneuriat, on va parler investissement, création de sources de revenus. Je pense qu'on peut dire qu'on partage la même vision en termes de mindset aujourd'hui. Donc ça va être vraiment, vraiment intéressant d'échanger. La première question, j'ai envie de te la poser à toi, Florian. Okay, let's get it. On partage cette même vision de l'investissement, je le disais. Toi, tu es dans l'immobilier. Moi, je suis plus dans la partie financière. On aime aller se positionner sur des actifs à haut potentiel. Si tu devais décrire l'immobilier en France, et si tu veux, tu commences en te présentant en quelques minutes, tu te présentes. Et si tu devais dire, par exemple, l'investissement immobilier en France, ça donne quoi en clair en termes de rendement? Est-ce que les Français sont bons aujourd'hui en investissement immobilier? Ok, belle question. Pour me présenter, je m'appelle Florian, 35 ans, j'aide les salariés à investir dans l'immobilier, à avoir des rendements plus intéressants que la moyenne, qui est à peu près de 4% pour répondre à ta question. Et en fait, il y a un constat qui a été fait, c'est que faut parier contre la masse. Généralement, on se dit qu'on va sécuriser le placement immobilier pour la retraite, pour un patrimoine, mais avec des stratégies qui sont obsolètes. C'est-à-dire qu'on va louer une petite surface pour mettre quelqu'un dedans, et en fait, en faisant ça, on a une centralisation du risque, parce qu'un crédit, un locataire. Donc s'il y a un défaut du locataire, défaut de crédit. Donc moi, ce que j'ai pas pensé, mais ce que j'ai remarqué, c'est que si on fait une multiplication du risque, c'est-à-dire en mettant plusieurs locataires dans un seul logement, bah là justement on n'a plus une centralisation du risque, on a une mutualisation du risque. Si j'en ai un qui ne paye pas, bah j'ai les deux autres qui sont quand même là pour prendre le relais en backup. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était facile. C'est facile. Tu trouves un logement qui est suffisamment grand et tu le découpes pour faire en sorte de mettre des chambres. Admettons, tu as un double séjour, tu le coupes en deux, ça coûte 3 000 € une cloison, boum, tu te retrouves avec de loyer. Mais en fait, il faut avoir le courage de se lancer pour pouvoir le faire. Et effectivement, il y a toujours des garde-fous, respecter le prix au mètre carré, la valorisation future, etc., etc. En fait, on arrive à des rendements qui sont sympathiques, à peu près à 10%, 8% net, on peut arriver à 7 net, mais ça reste quand même intéressant parce que le crédit est payé par le locataire, plus la plus-value. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent tourne constamment. On n'a pas besoin d'utiliser le salaire ou autre revenu, l'argent se crée lui-même. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit ok, j'ai compris. On va faire des belles choses. Et c'est exactement ce que je fais avec mes clients. Je leur explique comment le faire, où le faire, pour avoir justement cette sérénité dans l'investissement, qui peut justement être des fois un peu tumultueux si on ne sait pas comment faire. Donc en gros, tu es en train de dire, quand on a un bien immobilier, plus on a de gens dedans, plus on diminue le risque et plus on augmente la performance. Absolument. Et alors, je reviens sur les Français. Est-ce que globalement, ils sont bons? C'est quoi la performance aujourd'hui moyenne des Français, tu dirais? Je crois qu'en moyenne, on était à 4% brut. Et toi, tout à l'heure, tu m'as parlé de 7. 7 net. Ouais. Net. C'est-à-dire qu'en fait, il faut viser un 10% brut, 10-12%, pour arriver net à peu près 7%. Si on est à 7% net, en étant stable, avoir une prévision de loyer et d'encaissement, ça va. Parce que justement, des fois, plus on cherche le rendement, ça nécessite une autre conjoncture, une autre typologie d'investissement. C'est pas là-dedans que je vais. Moi, je vais plutôt dans un logement un investissement qui me rapporte de l'argent, certes, mais qui m'apporte aussi une sérénité dans l'exploitation. Si je me dis je vais avoir 20% de rendement, et c'est possible. Par contre, ça demande de mettre une logistique, une conciergerie, des entrées fréquentes de locataires, une vérification du PLU, une vérification du règlement de copro si ce n'est pas interdit pour différents types de stratégies, vérifier si la valorisation future est bien en adéquation avec le marché, etc. Ça demande d'autres logistiques. Je ne suis pas dedans. Moi, je veux quelque chose de simple, rentable, pérenne. Je marche. Donc 7% net, tu es rentable, tu gagnes de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les Français là, qui investissent à 4%, ça veut dire quoi? Qu'ils perdent de l'argent? Absolument. Et le pire, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte. Je vais te dire un exemple. Tu prends un crédit. Tu te dis, par exemple, voilà, je vais mettre un locataire dedans, les taux sont à 3,30.
tu arrives sur une surface équivalente, on va dire un logement à 100 000, tu as peut-être dû dire des erreurs, mais ça sera peut-être 700, 800 euros de mensualité. Est-ce que déjà que le loyer couvre ce crédit? La réponse, on va dire oui, bah regarde, ça s'annule. Non, ça s'annule pas. Parce que les charges annexes, taxes foncières, règlement de copro, vont justement impacter la capacité. Donc en fait, on se retrouve à pas du tout un effacement, mais à une perte réelle. Donc pour le prochain investissement, la banque va dire, mais attendez monsieur, vous n'êtes pas rentable. Mais si, regardez, non, vous n'êtes pas rentable. La banque va vouloir faire une provision de loyer, donc elle va faire une pondération, qui est pour les moins sympas 70%, pour les plus sympas 90%. C'est-à-dire que l'effacement du loyer, en fait, va être décorrélé. Ça sera plus 800 euros, ça sera peut-être 500. 500, si on a un crédit à 800, c'est fini. Terminé. Et on se retrouve comme ça. Donc on se retrouve à devoir travailler pour rembourser un crédit, et ça, c'est sans aucun problème. Il y a toujours des petites choses. Toujours. Ça fait partie du jeu. Donc il faut toujours être à cash flow positif pour justement contrebalancer et compenser les pertes futures. Et là, c'est intéressant. C'est ce que je fais. Clairement, demain, il faut avoir cette capacité finalement à acheter au bon prix un bien, y mettre les bonnes stratégies pour demain que ça devienne rentable et pas se retrouver finalement dans une situation où tu dis, il y a tellement de Français, et on a l'exemple du Pinel, si tu veux, tu peux en parler, qui fait que tous les mois, ils doivent mettre de l'argent de leur épargne, et en fait, ce qui est quand même assez frappant, c'est que beaucoup pensent que c'est normal. Oui, c'est ça la problématique surtout en fait. C'est 100%. C'est que c'est devenu une normalité. Alors que en fait, c'est que c'est pas un bon investissement du coup. J'avais écouté un podcast, je sais plus, je le retrouverai, où la personne disait, on est en France et c'est pas win-win, c'est lose-lose. Tu vois, t'es pas censé gagner de l'argent. Dans les mœurs, c'est la mentalité et c'est très ancré. C'est très ancré. Clair. Donc dès que tu commences à te dire que tu vas gagner de l'argent, oula. C'est pas normal. Possible. Absolument, c'est pas possible. Bah, tu as dû le voir aussi lors de tes coachings, tes accompagnements, où tu as vraiment des performances comme ça. La dernière fois, on était en live, il me disait qu'il était positionné sur une crypto, et tu as fait quoi, 60% plus-value sur... Plus bon. D'un coup. 500. Qui fait ça? Ouais. Qui fait ça? Et quand tu te dis, attends, le français, il place sur son livret A, il place sur des battements LLD, sur des placements qui sont un peu risqués, et on frôle même pas les 8%, même pas, 5-6% bruts. Et je parle pas des frais de dossier annexes, je parle pas des frais de gestion. Et si jamais le rendement est vraiment intéressant, ils prennent des frais parce que le rendement est intéressant. Ouais. Donc le risque, qui prend le risque? Tu vois, il faut bien regarder, c'est sûr. Cette année, tu as quitté le salariat, on va en parler juste après. Clément, tu vas pouvoir te présenter. Première question, toi, tu es encore salarié, tu es ingénieur, tu es depuis cette année même responsable d'équipe. C'est quoi ta vision, toi, du salariat? Ça va être intéressant de voir entre anciens salariés, encore salariés. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça, finalement? Je pense que le salariat, c'est quand même une très bonne base. Pourquoi? Parce que le salariat, ça te permet d'avoir un salaire tous les mois, une facilité de gagner ton salaire, d'avoir une stabilité financière, une stabilité pour avoir ton appart, ta maison, acheter tout ce que tu veux. Et donc c'est une bonne base pour après s'enrichir et définir ta stratégie qui correspond à toi en fait, parce que chacun a une stratégie qui lui est propre. Il y en a qui sont plus intéressés par différents types d'actifs, on va sûrement en discuter, l'immobilier d'un côté, l'investissement dans d'autres types d'actifs de l'autre côté. Moi-même, je pratique un peu de tout aussi. Donc c'est une base, pour moi, c'est un tremplin pour permettre justement après derrière de quitter le salariat et d'avoir une liberté financière. Aujourd'hui, le fait d'être salarié, ça m'apporte plein de choses. Ça m'a permis, comme tu l'as dit, je suis passé manager aujourd'hui, donc j'ai appris tellement de compétences de la communication, du management à proprement parler, de la gestion de projets, peu importe. C'est des compétences qui sont très très bonnes pour la suite justement si tu veux quitter le salariat et aller vers certains projets. Donc c'est un tremplin qui est vraiment très très bon. Par contre, c'est pas une finalité. Et c'est là où beaucoup de gens aujourd'hui ne s'en rendent pas forcément compte parce que c'est plus facile à dire qu'à faire de quitter le salariat et c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, pas suffisamment peut-être qui osent ou alors qui font mais ça marche pas toujours parce que l'échec fait partie de la vie en fait. Mais pour moi voilà, aujourd'hui j'ai une bonne base. Aujourd'hui ça me donne la capacité d'investir dans plein d'actifs et l'idée pour moi c'est dans plusieurs années de pouvoir quitter ça mais en prenant le temps
posant bien les bases, avoir ma démarche qui me correspond et pas faire ça comme ça du jour au lendemain en se jetant comme ça dans l'inconnu. Bon, la prochaine question, c'était est-ce que tu penses à quitter le salariat? Bon, je crois que tu as t'as déjà la un petit peu réponse. répondu. Mais pas de suite. Pas de Voilà, suite, ça va c'est prendre du temps. En tout cas, je mets aujourd'hui tout ce qu'il faut pour. On va sûrement en parler. On s'est associés aussi pour travailler ensemble sur ce sujet-là aussi. Donc il y a des choses qui sont à faire. Mais il faut s'entourer des bonnes personnes qui ont des bonnes méthodes et qui vont permettre ensuite dans le futur de pouvoir justement s'affranchir de ce salariat. Tu le disais, effectivement, on a créé un partenariat nous sur les réseaux, donc je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui pour qu'on développe tout ça sur Insta, sur LinkedIn, tout ce qu'on va faire ensemble. Flo, ça fait déjà plus de 4 ans qu'on échange sur les réseaux sociaux, ça passe une invitation, on s'est vu à Paris cet été. Donc je suis vraiment content qu'il soit ici à Bordeaux de façon exceptionnelle. Il y a la volonté aussi plus tard de créer des choses dans l'immobilier, les gens que tu accompagnes, qu'on puisse créer aussi ces synergies, parce qu'effectivement, donc moi si je me présente rapidement, je suis ancien salarié, j'ai été salarié pendant 15 ans, maintenant je suis entrepreneur à 100%. J'ai fondé il y a 4 ans la méthode 100 000 €, qui est un processus qui va travailler sur l'épargne, la bourse, la crypto, et qui effectivement aujourd'hui va nous permettre d'avoir des rendements très très performants, créer la liquidité et pourquoi pas du coup dans quelques années se projeter sur l'immobilier. Et c'est vrai que le salariat, c'est vrai, longtemps ça a été une base de travail en fait pour moi. Tu vois, ça permet de créer cette épargne qui va enclencher la mécanique. Je pense que toi c'est un peu pareil. Absolument. Mais c'est vrai qu'on sent que quand on crée cet écosystème avec plein de revenus autour et qu'on est en mesure de commencer à quitter le salariat, il y a une bascule qui se crée physiquement et psychologiquement qui est assez incroyable parce que on côtoie des gens très différents du salariat. Tout à fait. Je trouve que le salariat, il y a des choses positives, mais il y a beaucoup de choses négatives, notamment dans les relations, le côté un peu toxique avec les collègues, la hiérarchie. On doit faire un live là-dessus. le dessus parce que c'est très précis. C'est très précis. On a mis le truc à dire. Flo, on a eu la chance de quitter le salariat cette année tous les deux. Comment on quitte le salariat ? Franchement, c'est simple, je vais te dire. En fait, il faut qu'il y ait un détonateur. Je sais qu'au début, moi, j'aurais jamais pensé quitter. C'est parce que dans l'immobilier, tu as besoin d'un CDI, enfin de revenus stables, récurrents, de manière vraiment fréquente. Et pourquoi quitter un travail que tu aimes ? Dans le sens, moi j'étais assistant commercial, après je suis passé commercial, donc je pouvais voyager partout en France, dans les dom-toms. Je faisais un métier qui me plaisait et qui me plaît toujours. Et à un moment donné, quand le Covid est arrivé, je me suis retrouvé au chômage partiel, sur mon canapé, à avoir un salaire à 1 200 €. Et j'étais en 39 heures. Et je me dis, 1 200 €, je suis à la maison, c'est incroyable, qu'est-ce que je vais faire ? C'est fini. Mais entre-temps, je recevais mes loyers. J'avais, je crois, 3-4 apparts à l'époque. Et je recevais 4 000 € de loyer. Et là, ça m'a fait un déclic. Je fais, attends, je suis à la maison, en chômage partiel. Les collègues m'appellent en me disant, t'as vu Florent, on nous a mis au chômage partiel en comptant notre brut, mais pas corrélé avec nos primes. Donc c'est ridicule, comment je vais faire ? Et moi, je suis là, je dis, attends, je suis à la maison, je reçois 4 000 € de loyer, et j'ai pas bougé. Je reçois plus en étant assis qu'en travaillant pendant tant d'années. Et je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être possible. C'est peut-être possible. Et il faut comprendre, c'est comment on quitte déjà avec une décision. On se dit, ok, est-ce que factuellement, ça va me procurer du bien ? Ou est-ce que je vais pouvoir faire d'autres choses ? Comment je vais occuper mes journées ? Et en fait, tout ça, il faut le définir. Il faut le définir et il faut vraiment avoir envie de le faire. S'il n'y a pas d'envie, ça ne sert à rien. Le salariat, c'est l'étape 1, mais ça peut être aussi l'étape 2 pour plein de personnes. On n'est pas mieux dans notre métier, on a une boîte à faire tourner, ça suffit amplement. C'est simplement quand tu as un petit esprit pirate, tu te dis, mince, le salariat, ça ne peut pas me convenir. Tu vois, je suis à bord d'un bateau, je dois aller là-bas. Quand tu veux mettre des process dans le salariat, par exemple, tu vas devoir attendre la validation de ton manager, proposer tes idées dans une réunion, on va prendre des notes, ça ne va jamais être noté, et tu dis, mais moi j'ai envie de faire ce que je veux, bordel. J'ai envie de faire ce que je veux. Et c'est vraiment un petit côté revanchard. Et tu te rends compte qu'avec l'immobilier ou d'autres types d'actifs, que ça peut être possible. Ça ne sera pas facile, mais ça peut être possible. Et tu te rends compte que finalement, depuis que j'ai quitté, je fais ce que je veux de mes journées. Alors, bien sûr, tu as des incertitudes que t'offre pas le salariat. Le salariat, tu sais que si tu es malade ou peu importe, tu seras payé de toute façon. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Tu auras tous les mois ton salaire. Et j'avais un jour un type en coaching qui m'a dit, Flo, pourquoi tu veux attendre d'être payé une fois par mois quand tu peux être payé tous les jours ? Damn. Ok. Il a mis une petite graine, tu vois. Il a mis une petite... Mais c'était pas possible. Et en fait, la chance que j'avais, c'est que je pouvais, quand je partais dans les déplacements à La Réunion,
j'étais accompagné de mon président. Mon président, successful, tout ce que tu veux. Et en fait, le fait de le côtoyer, multimillionnaire, il m'a partagé sa vision des choses à un niveau ultra, ultra précis. Et je me dis, il a raison. Il a raison dans certaines choses. Donc en fait, je me suis dit, je vais me concentrer. Je me suis mis un tableau. Je me dis, ok, dans 5 ans, je vais être rentier. Rentier, c'est juste avoir suffisamment de loyer et de cash flow pour pouvoir se dire, je peux quitter mon travail. Mais rentier à crédit, t'es pas vraiment rentier. T'es rentier à cash flow. Nuance. Le but du jeu, c'est faut effacer tous les crédits pour vraiment dire, je suis rentier. C'est un autre level. Et je me suis dit, ok, faut définir ça sur un papier, avancer, mettre une date et mettre tous les efforts dans ça. Et factuellement, quand tu te rends compte que le chemin, tu avances très très vite et tu vois le cash flow nécessaire, tu te dis, mais attends, je suis à la maison, je produis pas plus, ok, j'envoie des quittances, je gère des locataires, j'ai une vingtaine de locataires par mois. C'est pas mal en fait. C'est pas mal. Tu vois, par exemple, le matin, je dépose ma fille à l'école, il y a une grève, ouais, venez rechercher vos enfants, je suis là, je peux le faire. Alors qu'avant, je pouvais pas le faire. Il fallait que je trouve des pirouettes, je vais aller voir un vétérinaire pas très loin de la maison pour essayer de prendre un rendez-vous, pour leur prendre, tu vois. Et en fait, tout ça, ça me permet d'avoir une anesthésie mentale pour faire ce que je veux faire. T'es maître de ton temps. C'est ça le mot, en fait. Absolument. Je pense que c'est ça, quand tu comprends ça, c'est le facteur qui te permet de... Exactement. Le facteur temps, c'est la donnée la plus précieuse. Par contre, tu as quand même une incertitude. Bon, moi, j'ai des revenus locatifs, mais quand tu es entrepreneur ou quand tu crées ta boîte, tu sais pas ce que demain sera fait. Donc ça peut être une très forte pression pour quelqu'un qui aimerait se lancer. Faut qu'il ait suffisamment de ressources financières pour tenir en apnée, je pense, 6 mois, créer sa boîte, se développer, là ça marche. Ou ça marche pas. Mais faut jamais dire le salariat c'est pas bien, c'est faux, je suis issu du salariat, pendant 10 ans j'étais commercial, donc c'est l'étape 1. Mais bien évidemment, quand tu commences à faire des choses d'entrepreneuriat, côtoyer des investisseurs, tu te dis, ah, c'est pas qu'une finalité, peut-être qu'il y a une autre porte. Ouais. Ça fera son chemin. Ça peut ne pas convenir à tout le monde. Absolument. Mais en tout cas, quand tu mets un pied dedans et que ça... Faut être un pirate. T'aimes ça après. Faut être un pirate et là c'est bon. Ouais, et puis tu as dit un truc hyper intéressant tout à l'heure. Tu as dit, quand on se retrouve dans une situation compliquée, ça peut être perte de job, ça peut être tout ce qu'on veut. Quand on a créé un écosystème autour de soi qui génère des revenus, que ce soit l'immobilier ou les financiers, qu'est-ce qui se passe? Et ça, à un moment donné, ça va compenser tous ces problèmes. Moi, je le vois, par exemple, l'année dernière, on a eu plein de frais de bagnole. Les bagnoles, aujourd'hui, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est un des budgets qui coûte le plus cher. Tu vas chez un garagiste, ça te coûte un bras. Bon. Mais quand tu as créé un écosystème autour de toi, tu absorbes en fait toutes ces dépenses, de façon que même les mois où tu dois payer ces factures, tout ce que tu génères à côté, finalement, continue à faire augmenter ta rentabilité, et donc tous les mois, tu continues à grandir. Et quand tu arrives à ce schéma-là, là, tu commences à te dire, bon, là, je suis sur le bon chemin. Ouais, exactement. J'ai une question pour toi, Clément. Qu'est-ce que tu dirais à un salarié aujourd'hui qui a de l'argent de côté, qui dort à la banque, par exemple? Arrête. Tu connais le mot inflation? L'inflation, elle va te bouffer tout ton argent. Surtout, tu l'as dit, les Français aujourd'hui, c'est beaucoup sur le livret A, des LDD, des choses comme ça qui rapportent 1, 2 et 3% si tu as de la chance. Mais en fait, on sait aujourd'hui qu'on peut faire bien plus et surtout facilement. Et la première chose, donc, arrête de laisser ton argent comme ça sur des comptes, ça n'a pas de sens. Si tu veux gagner plus d'argent, si tu veux être libre, si tu veux être maître de ton temps, ça n'a pas de sens. Donc ce qu'il faut faire, à mon sens, la première chose, c'est commencer à investir en bourse ou crypto. Aujourd'hui, il y a une tonne d'applications qui te permettent d'investir des 1 euro. Tu peux mettre 10 euros, 50 euros, 100 euros très facilement tous les mois en automatique sur des choses qui marchent très bien. On va parler sûrement d'ETF, mais ça, c'est des choses qui marchent très très bien, facile, tous les mois, ça se fait en automatique. On peut avoir des rendements, on a dit, à 8, 10, peut-être 12% pour certains ETF qui sont en net, qui peuvent être très 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 bons, très intéressants et surtout faciles. Pour moi, c'est ça le premier truc à faire. Et le deuxième truc à faire après, c'est le mode pirate. Si tu es un petit peu dans le business, si tu as un peu cette envie-là de créer des choses et de devenir indépendant, maître de ton temps, essaie de t'intéresser à la création d'un business. Vous en faites tous les deux. J'en ai fait aussi à certains moments, c'est pour ça qu'on s'est associés aussi à un moment donné. Et puis il y a d'autres piliers, il y a l'immobilier, il y a d'autres alternatives d'investissement, mais vraiment ne pas laisser son argent à la banque parce que l'inflation, c'est le pire des maux. Ce matin, j'étais au club d'entreprise de Mérignac, qui est pas très loin là, et je racontais à Clément, on se rencontrait en fait, tu vois, donc ça permet à chaque entrepreneur de faire la présentation de son activité. Et j'ai voulu faire un truc un peu original en disant,
au lieu de commencer par me présenter, j'ai voulu dire aux gens, est-ce que vous avez de l'argent à la banque? Oui. Ah. Est-ce que ça vous rapporte? Tous, non. Enfin, j'ai rarement eu quelqu'un qui m'a dit oui. Il y a une seule fois où un mec m'a dit, j'ai quasiment rien à la banque. Ok. Et il est où? Je l'ai placé à un conseiller en gestion de patrimoine. J'ai dit, c'est super intéressant. Combien ça te rapporte? Il me dit 6%. Ok. Imagine demain, tu as un placement qui te rapporte 15% par an et tu peux le gérer par toi-même. Ding, ding, tu réfléchis vite. Là, il réfléchit. Et c'était marrant parce que ce matin, tu vois, quand je leur disais j'ai une assurance vie, souvent on parle d'assurance vie comme d'un placement qui rapporte rien, et c'est vrai. Tu vas chez ton banquier, ça rapporte rien. C'est blindé de frais, ça rapporte rien. Les meilleures assurances vie sont peut-être à 4-5%. Et quand tu es à 6, la personne est hyper contente, tu vois. Quand je leur dis que je suis à 65% en 3 ans, bon, il y a une petite goutte de transpiration mais je comprends. Mais ce matin, j'ai vraiment senti que pour eux, c'était incroyable quand tu leur disais 15% par an. Ça montre à quel point cette capacité à se positionner sur des actifs à haut potentiel, que ce soit en immobilier ou que ce soit dans les marchés financiers, comme on sait faire en bourse, en crypto. Et alors, je leur ai même pas parlé crypto, parce que si je leur ai dit que j'ai fait 1700% en quelques jours sur une crypto, je pense que là, j'avais des... Ils vont grincer les dents. J'avais les pompiers qui venaient. Non, mais sérieusement, ça montre à quel point ils n'ont pas l'habitude. Et à quel point ils sont matrixés sur des rendements qui sont finalement devenus la normalité de ce qu'on parlait tout à l'heure. Absolument. Est-ce que tu sens, Florian, que l'envie vers la liberté financière, l'envie de s'éduquer, est-ce que c'est en train de changer aujourd'hui en France? En fait, j'ai fait un constat. Depuis que je me suis intéressé à ça, c'est en 2018. On a tous autour de nous des proches à qui on parle des succès, on parle de ce qu'on a fait, etc. Et je me suis dit, si les personnes les plus proches de nous sont vraiment au contact de ce qu'on fait, qui sont peut-être intéressés, qui sont peut-être contents pour nous, est-ce que pour autant ils se sont lancés? La réponse est non. Donc je me suis dit, tiens, si on met ça sur une échelle beaucoup plus grande, ça ne veut pas dire que ça s'est démocratisé, que tout le monde va le faire. Et là, je me suis rendu compte que c'était absolument incroyable, c'est que plus on a d'informations, moins les gens font. C'est-à-dire qu'en fait, tu auras toujours une petite part du marché qui va faire ce qui doit être fait et qui va récolter les fruits. Je vais te donner un exemple. En 2018, j'ai fait un séminaire et celui-là, il m'a retourné. J'ai fait un séminaire d'un investisseur immobilier très très connu. Il était devant 1000 personnes, je crois. Et moi, j'étais au 6e rang ou 3e rang. Il était sur scène. Il a demandé, qui c'est qui veut 10 €? Bizarre ça. Une petite dame au premier rang qui lève la main. Moi, ok, viens le chercher. Elle se lève, elle prend 10 €. Ils sont encore 10 €, celui qu'à côté il se lève, prend 10 €. Ainsi de suite. Ok. Il pointe quelqu'un du doigt. Toi, pourquoi tu t'es pas levé? Moi, je me lève pas pour 10 €. Ok. Qui veut 20 €? Là, t'as les gens qui ont compris. T'avais un mec qui était au 6e rang derrière moi, qui a couru pour récupérer l'argent. Ok. Il a couru. Ça se chahute un peu, hop. Ok, pourquoi tu t'es pas levé pour 20 €? Je me lève pas pour 20 €. Ok. Qui veut 50 €? Là, tu te rends compte que tout le monde a commencé à s'agiter, à courir, etc. Donc, je suis pas le Père Noël. Ah, on rigole, c'est sympa, etc. Mais moi, j'ai compris le message qu'il veut dire. Dis-toi, on est 1000 personnes, on est tous des investisseurs à en devenir, on est safe, il te montre que ça fonctionne. Tiens, je prends 10 €. T'as rien à faire. T'as à marcher, tendre le bras. Pourquoi personne ne le fait? On est tous des investisseurs à en devenir. Donc je me suis dit, tiens, si sur 1000 personnes avec un mindset différent qui veut devenir investisseur, si eux-mêmes, au premier rang, le font pas, mais c'est le type derrière qui a le plus faim qui va prendre ce qui doit être pris, j'ai dit, ok, en fait j'ai un boulevard. Personne ne fait. C'est une folie. Donc tant mieux, contraire de la masse. C'est dur de sortir de son rythme de vie, de son cadre, de ton confort. T'as tout dit. Et ça, on le voit. Moi qui suis encore dans le salariat, je le vois encore avec mes équipes. Les gens, quand tu les fais sortir de ce qu'ils ont l'habitude de faire depuis X années, mais c'est un bordel. Et en fait, c'est ça la raison. Exactement. C'est que pour tout, on a la chance d'être dans un pays, malgré tout ce qu'on peut dire, qui fonctionne bien, où on a beaucoup d'avantages, beaucoup de confort. Et dès qu'on veut actionner un levier, même si ça a des bénéfices, ce changement-là de mindset, putain, en fait, il est tellement dur qu'il y a, comme tu dis, il y a un tout petit faible pourcentage qui va le faire, en fait. La France, je répète, c'est le plus beau pays du monde. C'est la preuve. Beaucoup de personnes viennent en France et reviennent en France. Tu vas pas acheter à Dubaï tout de suite. Hein.
Pas tout de suite, mais je vais t'expliquer pourquoi. En fait, mais par contre, on n'a pas le temps de voir tout ça, parce qu'on est dans l'opérationnel, on est dans nos habitudes, on ne se rend pas compte. Si tu t'expatries d'un autre pays et que tu reviens en France, déjà, tu as un truc super intéressant, tu ne payes pas la TVA. Tiens, c'est encore plus beau. Tu vas acheter une Rolex ou peu importe, tu n'as pas de TVA. Tu as le temps de visiter, tu te rends compte que c'est superbe. Mais quand tu es dans l'opérationnel constamment, tu ne peux pas le voir. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Quand je travaillais à la SNCF, je devais animer une réunion commerciale pour proposer un produit. J'avais dit, bon, on va commencer la réunion à 9h. Ma responsable m'a dit, Flo, ne fais jamais ça, mais t'es fou, 9h, ils vont jamais venir. Comment ça, ils vont jamais... Mais 10h, et apporte les croissants, et le café, et les pains au chocolat, sinon ils vont jamais venir. Comment ça, ils vont jamais venir? C'est le boulot, il faut... Non, tu peux pas, c'est très ancré, comme tu dis, on a toujours fait comme ça, il faut toujours faire comme ça. C'est ça. C'est le problème. C'est le problème, absolument. Et c'est on est là pour faire changer aussi les gens, parce qu'on a, à notre niveau, compris ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait apporter pour nous, et du coup pour les autres, comme tu le disais, autour de nous, on a plein de gens qui voient ce qu'on fait, mais qui le font pas forcément parce que il faut les accompagner. Et c'est aussi devenu notre rôle parce qu'on a l'envie en fait de le faire. Bien sûr. Mais on se doit, maintenant qu'on a cette envie-là pour nous et pour les autres, de les accompagner, de leur montrer ce chemin, de leur montrer que c'est un petit changement, et des petits changements au fur et à mesure mis bout à bout, à la fin ça fait que tu prends 1 000 euros par mois, 2 000, 3 000, tu peux quitter ton salariat, etc. Tu peux venir aux besoins de ta famille. Enfin, c'est des petites étapes en fait. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est hyper intéressant. Sur un papier, mettre les pour, les contre, les petites étapes, et je vais passer par cette première étape, cette deuxième, cette troisième. À partir de là, je débloque un niveau, etc. Exactement. C'est que ça en fait. C'est des paliers comme des checkpoints. Ok, je suis allé là et tout va bien. Tu te dis, mince, je pensais que c'était vraiment plus dur que ça, et finalement, tout va bien. Et tu deviens un peu plus ambitieux, et tu te rends compte que ça va, parce que tu t'es formé, parce que tu as été accompagné, parce que tu t'es fait accompagner également, et tu te rends compte que c'est un autre chemin qui est totalement acceptable, et qui t'offre aussi d'autres avantages. Je répète, quand j'accompagne ma fille le matin, je la récupère le soir également. Alors, en général, j'aurais pas pu le faire. J'aurais mis ma fille à l'époque à l'étude, la récupère à 4 ans, la récupère à 18h, être dans le stress que ça va fermer, si tu la récupères pas avant, ils appellent la police, etc. Tu vois, il y a tout un process différent. Je suis serein. Mais c'est sûr que c'est pour ça que quand tu as cette capacité de quitter le salariat, effectivement, tu as une forme de liberté qui se crée tout de suite, qui est assez impressionnante. Déroutante même, je trouve, un peu au début. Parce que même si tu peux travailler dur, tu prends la pause à l'heure que tu veux. On en parlait, mais t'as pas quelqu'un qui va être derrière toi en t'expliquant, même si on a plutôt été responsable, mais faut reprendre, là c'est l'heure. Ça n'existe plus. Finalement, tu es dans un cadre beaucoup plus de responsabilisation de soi-même. Tout à fait. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis que vous évoluez vers cette démarche financière, est-ce que votre entourage a changé? Ou est-ce qu'à un moment donné, on vous a dit, t'as changé est-ce qu'il y a une perception différente qui a commencé à se construire? C'est une question hyper intéressante parce que, à mon sens, tu as les deux. Tu as ceux qui te disent, effectivement, tu changes, mais qui comprennent aussi pourquoi, parce qu'ils voient que tu es passionné, ils voient aussi qu'il y a des résultats. Et puis il y a ceux, forcément, tu perds en cours de route, qui te disent, tu as complètement changé, je te proposais avant d'aller boire un coup, tu viens plus. Mais en fait, ok, mais moi derrière, voilà tout ce que j'ai accompli et mon objectif il est là. Si je fais pas ça, je l'aurai pas. Donc pour moi, tu as un peu des deux. Et puis ceux qui pensent que tu as changé, etc., il faut les laisser derrière soi et c'est pas eux qui vont te permettre. On en parlait aussi tout à l'heure avant de débuter le podcast, mais il faut s'entourer de personnes qui sont dans ton main mindset, qui sont des personnes plus avancées que toi, qui peuvent t'accompagner aussi, il n'y a pas que l'inverse. Hein. Et plus tu es accompagné de personnes autour de toi qui sont investisseurs, qui sont entrepreneurs, qui sont plus avancés que toi, qui ont d'autres expériences de vie, des échecs, etc., tu apprends encore plus, tu vas encore plus vite, et forcément tu laisses des plumes et tu laisses des gens derrière toi, mais à mon sens, tu es obligé de laisser des gens derrière toi. C'est pas possible. Encore une fois, c'est la mentalité de la France, le confort, etc., tu es obligé. C'est pas possible autrement. C'est vrai que là, c'est dommage, mais... Moi, je me rappelle quand j'avais commencé à prendre le premier appartement, j'avais dit au boulot, ouais, je vais prendre le premier, mais Flo, ça marche pas, tu gagnes pas d'argent dans l'immobilier, je connais un tel qui a fait, il s'est craché, j'ai ouais, tu vas voir que moi je vais réussir, j'ai de l'ego, je suis têtu. Hop, ça fonctionne, je prends le deuxième, mais Florian, n'importe quoi, patati, patata. 4, 5, 6, 7, 8, pour même te dire, ma PDG, quand je suis parti, parce que je devais faire une opération, mais cette fois-ci, je devais mettre de l'apport. Je devais mettre 10 000 euros d'apport. Et j'avais fait une prime, parce que j'ai un côté fixe et variable. J'avais tout déchiré sur les objectifs. Et généralement, on est payé à la facturation. C'est-à-dire qu'en fonction de la prime, si c'est facturé, je suis payé. Et je lui avais demandé, écoutez, je vous demande une faveur, vous savez que je vous aime bien,
mais donnez-moi l'argent tout de suite. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, fermez le bureau, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Parfait, je vais investir. Il m'a regardé comme ça. Vous m'épatez. Vous m'épatez. Je dis, mais ok, on va le faire. Quand tu vas chez le notaire qui dit, encore vous? Tu dis, ouais, je suis encore là. Et en fait, tu te rends compte que ils sont contents, mais c'est pas les mêmes personnes. Tu vois, souvent on a tendance à dire que les PDG c'est tous des idiots. Non, ils sont hyper intéressants, mais ils sont à un tel niveau qu'ils sont déconnectés du commun des mortels. Ils sont déconnectés. Ils ont d'autres problèmes. C'est vrai. Mais c'est pas pour autant que c'est des mauvaises personnes ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que les gens qui étaient à côté de toi, tu te rends compte qu'ils t'aiment bien parce que tu étais à côté d'eux. Ils ne veulent pas que tu sois au-dessus d'eux. Et c'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre. Et dès que tu commences à monter, ils veulent te faire descendre. J'avais une anecdote où, à l'époque, quand je suis passé commercial, on m'avait mis dans les dom-toms. Donc c'était un marché nouveau. Il y avait déjà une personne qui avait essayé, qui n'avait pas réussi. Un peu compliqué le marché. Et vu que ma mère est martiniquaise, je me suis dit, bon, je vais avoir peut-être des facilités pour connecter avec le pays en question. Et on m'avait dit en réunion, Flo, de toute façon, je t'explique, tu vendras jamais là-bas. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Ok, ben moi je vais réussir. Et quand j'ai réussi, cette même personne avait dit, par exemple, ouais, tu voles mon taf. Alors que moi, on m'avait nommé pour ça. Ouais. En fait, tu te rends compte que tout fonctionne bien, mais il faut que tu restes à ta place. C'est ça. Dès que tu commences à monter, ou ça se fait naturellement, hein, pas forcément de besoin de quémander, tu déranges, ouais. Et là, ça devient vraiment conflictuel. C'est ce que tu disais dans les conflits un petit peu. Et encore, moi, j'étais responsable de moi-même, parce que j'étais commercial, mais j'étais responsable de moi-même. Après, ils m'ont nommé responsable commercial, mais pour former les commerciaux à mieux vendre. Mais si tu veux, tu sens que même ceux qui surperforment, il y a des rivalités, les privilégiés, il y a ci, il y a ça. Donc et au quotidien, c'est vrai que c'est pesant. C'est usant et c'est pesant. Là, je suis à la maison, je dérange personne. Mon PC, je dérange personne. Mais la perception vraiment change. Et c'est ça que je voulais entendre, c'est qu'effectivement, tu vois que tu perds des gens en route. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter de te voir effectivement progresser comme ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, ce que tu disais, c'est que pour eux, tu peux pas réussir parce que ça les ramènerait à leurs échecs. Oui, ça c'est une réalité. Ouais. Et moi, je me souviens, par exemple, j'ai investi sur le Bitcoin, en 2018, il fallait 6 000 €. À l'époque, on me traitait de fou. T'es fou. Ah, t'as des coronas quand même. Au début, let's go, on y va. C'est pas tout le monde qui les aurait mis. Hein. Je citerai pas de nom, mais j'ai des gens en 2018 qui m'ont dit que j'étais fou. En 2025, ils me demandent combien il faut faire. C'est beau. C'est beau. Et c'est marrant de voir ce cheminement. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que déjà, sur la crypto, par exemple, il y a un vrai changement qui s'est opéré, une vraie crédibilité qui s'est opérée. Quand on pouvait juger ça comme un petit peu blanchiment d'argent, enfin, il y avait plein de qualificatifs pour décrire la crypto. Mais depuis 2025, le fait est que les États-Unis ont fait une réserve de valeur au même titre que l'or. On a vu des gens arriver qui, il y a encore 2-3 ans, n'auraient jamais investi. On a vu des banques arriver qui n'auraient jamais investi. Et il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est qu'il y a 2-3 ans, pour certaines banques, la crypto, c'était Lord Voldemort. Et surtout pas prononcer le nom, si tu veux. Aujourd'hui, c'est les premières à dire « Ah non, c'est génial. On est en train de demander les autorisations PSAN. Ne vous inquiétez pas, dans 2 ans, vous pourrez en mettre dans votre assurance vie. » C'est drôle. C'est assez drôle. Par contre, celles qui ne prennent pas le train en marche, je citerai quelques banques comme le Crédit Agricole, par exemple, je pense qu'ils ont beaucoup de soucis à se faire. C'est un avenir. Parce qu'elles sont en train un petit peu de rater comment dire, c'est comme si on changeait un petit peu de technologie. C'est comme quand Kodak n'a pas su prendre le numérique. Pour moi, là, il y a des banques qui n'existeront plus dans 10 ans. Je vais vous donner une valeur que j'ai lue l'autre jour. En 2014, la Société Générale valait 30 milliards d'euros. En 2014, Revolut était créée. Je ne sais pas si vous connaissez, banque en ligne. En 2025, Société Générale vaut 45 milliards. Revolut en vaut 75. Revolut dépassait la Société Générale. Ils sont en train de talonner BNP Paribas. Ça prouve à quel point les nouveaux modèles qui sont axés, effectivement, tu parlais d'ETF, cette capacité à investir sur des supports où tu vas pouvoir gérer effectivement l'évolution des indices, où tu vas pouvoir faire performer ton portefeuille avec des stratégies fortes. La possibilité d'investir très facilement sur les cryptos.
Et elles ont pris ce changement technologique, et des banques comme Crédit Agricole, Caisse d'Épargne, pour moi, dans 10 ans, ça sera très compliqué pour elles. Caisse d'épargne, je peux t'en parler. J'ai accompagné un client pour investir. Il était chez la caisse d'épargne. Je vais me faire taper sur le doigt, désolé. Je lui envoie le dossier bancaire pour faire l'investissement. Pas de réponse. Et un mois après, la personne, la conseillère le contacte. Désolé, monsieur, je suis débordé, j'ai pas vu votre projet, c'est refusé. Ah, vous n'avez pas ouvert? Non, je suis débordé. J'ai pas le temps. Ok. Bon, elle a perdu. Si tu vois rien que ça, ils arrivent même pas. Ils sont tellement débordés. Je peux pas citer le nom de l'agence, mais c'est pas à Bordeaux. C'est pas à Bordeaux. C'est pas à Bordeaux. Mais en tout cas, ça prouve qu'effectivement, tu vois, tu as le côté technologique, comme tu disais, où il y a des avancées, où il y a des choses à faire très vite, mais les gros mastodontes n'arrivent pas. Non, c'est pour ça que Revolut a pu aller super vite, avoir du flair et c'est bien positionné, effectivement. Et ils savent recruter les bonnes personnes. Revolut a quand même engagé l'ancien directeur général de la Société Générale, Frédéric Oudéa, qui est hyper connu, et qui est devenu le président Europe de la banque. Ils ont tout compris. Pour tous ceux qui regarderont ce podcast, ouvrez un compte Revolut. Si vous avez une banque à choisir, à la limite Trade Republic, pourquoi pas, mais elles vont massacrer les banques classiques. Elles sont déjà en train de les massacrer. Hein. C'est déjà le cas. Surtout chez les jeunes aujourd'hui. Non, chez les jeunes, c'est vrai que c'est... Ils commencent tous par là. Dans la méthode, on a une conseillère bancaire Crédit Agricole. Déjà, ça me fait plaisir d'avoir une banquière qui a compris qu'il fallait qu'elle se forme à l'investissement. Parce qu'avec sa banque, elle ne sera jamais formée. Elle nous a expliqué que le Crédit Agricole bloquait tous les mouvements vers la crypto. Un choix de la banque. Et elle nous disait aussi qu'ils se projettent déjà pour, dans quelques années, ne plus être banquiers, mais se projeter sur des produits d'assurance. Ils ont déjà compris qu'ils avaient perdu la bataille. Ah, c'est incroyable. C'est fou. Catastrophique. C'est catastrophique. J'ai envie de finir avec un dernier sujet. On commençait à l'aborder et je trouve que c'est un sujet intéressant. Est-ce qu'il faut quitter la France pour s'enrichir ? Vaste sujet. En fait, c'est pas vraiment la France. C'est pas la France que tu peux rester, mais il faut avoir des niveaux très 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 hauts. Je pense que c'est plutôt la mentalité française. Il faut être comme un pirate. Un pirate, il a besoin de naviguer. C'est-à-dire que la France, effectivement, ça t'offre tout, mais tu as tellement de confort, tu as tellement de coutumes, tu as tellement d'ancrage que c'est très difficile de sortir du lot pour pouvoir vraiment performer. Tu vois, j'ai ma petite sœur qui est partie à Dubaï depuis maintenant 4-5 ans. Sa mentalité a changé. Sa mentalité. Et en fait, quand tu te rends compte que c'est l'esprit qui contrôle les actions, il faut quitter la France. À un moment donné, peut-être pour mieux revenir, certes, mais il faut sortir. Tu vois, regarder ça en macro absolument, et se dire, ok, mais qu'est-ce que je faisais ? Quand tu te rends compte que dans le RER, ou peu importe, c'est métro, boulot, dodo, à quel moment tu peux t'enrichir ? C'est très simple. Tu as la tête dans le guidon. Tu peux pas regarder ailleurs. Tu quittes ça. Je parlais par exemple d'un expatrié à Maurice. Pourquoi je voulais vraiment le faire ? Parce que la mentalité là-bas, tu te retrouves avec des expatriés qui ont compris ce système-là et qui veulent aujourd'hui performer différemment. Et ils me disent tous la même chose. Depuis qu'on a quitté la France, soit on gagne plus d'argent, et je ne parle pas de fiscalité, soit on a des process qui sont mieux, soit on est en meilleure santé dans le sens où on n'est pas dans l'opérationnel, on peut faire ce qu'on veut, on a un cadre de vie vraiment idyllique, et surtout, à chaque fois qu'ils reviennent en France, ils disent oh, c'est pas possible. Mais effectivement, tant que tu ne fais pas le step de quitter, je pense qu'on ne peut pas vraiment se rendre compte. Je pense que c'est malheureux, mais c'est tellement étouffant. Mais là où la chance qu'on a, c'est qu'en France, on peut quand même tout faire, avec très peu de moyens. Ouais, par exemple, investir en immobilier, on peut encore investir à 100%. Donc il y a d'autres pays où on ne peut pas le faire. Ça veut dire sans apport. Sans apport, absolument, sans apport. Mais ça ne veut pas dire sans capital. Ça veut juste dire sans apport. Oui. Donc en fait, on a tout ce qu'il faut pour bien réussir, mais ce n'est pas pour autant qu'on va le faire. La France est devenue tellement compliquée en termes de charges, en termes de pression, en termes de bien-être, en termes de sécurité. Donc on est tellement dans la peur, dans l'opérationnel, qu'on ne le voit pas. Et je pense que toutes les personnes qui sont parties ont eu du mal à revenir, si elles sont revenues. C'est à contre-cœur, pour X ou Y raison, je pense. Moi, je pense qu'effectivement, les gens qui partent, il y en a très peu qui vont vouloir revenir. Ouais. Par contre, moi, je suis pas de l'avis de
on peut réussir en France, on peut s'enrichir en France, on n'a pas besoin de... Alors effectivement, peut-être que si on va à Dubaï ou d'autres qui ont très peu de taxes ou pas de taxes, forcément ça va être un facteur multiplicateur encore plus rapide. N'empêche que j'en suis convaincu, on a quand même un très bon pays avec plein d'avantages, malgré toutes les contraintes que tout le monde connaît et que tu as citées. Mais on peut quand même faire bien plus que les 4, 5, 6% qui sont faits aujourd'hui chez certaines grosses banques dans les assurances vie et qui sont hors normes, alors qu'en fait on se rend compte facilement, et avec Nico dans la méthode, on se rend compte facilement qu'on peut faire des opérations, que ce soit en bourse, en crypto, facilement au-dessus des 10% en fait. Et donc aujourd'hui, oui, on peut s'enrichir en France. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps que si on va à Malte, en Suisse, ou j'en sais rien, à Dubaï. Mais si on a la conviction qu'on est français, on veut rester en France, on veut payer des impôts en France pour le bien de la France, on peut quand même s'enrichir. Il y a plein de choses intéressantes. Je pense qu'effectivement, tu vois, des écosystèmes comme Dubaï créent des espèces d'endroits où effectivement, en termes d'état d'esprit entrepreneur, ça doit être incroyable. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que je pense que tu as raison de dire l'immobilier, par exemple, tu vois, investir dans d'autres pays, ça doit être génial. Moi, je vois Yana, il se positionne même en Afrique, tu vois, des choses comme ça. Et c'est vrai que l'avantage de la bourse et de la crypto, c'est que finalement, on peut investir de partout dans le monde. Ouais. Ouais. Et c'est là qu'on se dit, finalement, qu'on soit dans un autre pays, la France ou autre, c'est vrai qu'on a quand même cette capacité à générer du truc. Ce qui va faire la différence, c'est la fiscalité. Oui, ça joue après. Et c'est là où il va falloir utiliser les bons outils. Les bons montages. Le bon montage, exactement. C'est vrai qu'on dit souvent que la France, c'est un pays qui est très matraqué fiscalement, mais on dit pas assez que c'est aussi le pays qui coûte le plus cher sur la sécurité sociale. Oui, donc clair. forcément, quand tu as autant de choses à payer en termes de prestations, moi je lisais encore un article, c'est incroyable, on a des avantages en France qui n'existent nulle part dans le monde. C'est vrai. La sécurité sociale existe depuis 80 ans, c'est incroyable. Moi j'ai toujours souvenir de ma petite sœur qui est partie à Montréal il y a déjà 8 ans. La première année, elle passe une nuit à l'hôpital, ça lui a coûté une blinde. Alors que tu vas en France, si tu as une bonne mutuelle, c'est vrai que... mais du coup, ce truc-là, qui a été créé, ça coûte cher, ça incite à un social qui est très élevé. Mais je pense qu'effectivement, si tu utilises les bons outils fiscaux, qu'il peut y avoir sur l'assurance vie, la crypto pour l'instant, si tu retires rien, tu ne payes pas d'imposition, je pense qu'il y a des choses qui vont se créer à l'avenir. Tu vois, par exemple... je vois des gens qui utilisent la crypto en caution pour investir en immobilier. J'entendais le crédit Lombard, ça tu pourras en parler, tu connais mieux que moi. Effectivement, j'ai envie de dire, les gens qui ont même des petits salaires, on peut faire des choses en France. Je vois trop de gens qui me disent la France c'est impossible, on peut rien faire, il y a trop de taxes, il y a trop de ci, il y a trop de là. Mais moi pendant des années j'ai gagné 1600 € net. À 25 ans, j'étais avec une maman de 2 enfants, j'ai touché moins que le SMIC, et pourtant j'ai épargné. Donc quelqu'un qui me dit avec 2005-3000, j'arrive pas à épargner, c'est faux. Alors tu le dis à qui tu veux, mais pas à moi. Parce que... Ouais, c'est clair. Change de mode de vie. Mais c'est bon, tu as mis le doigt sur le critère, c'est quoi ? Montre-moi ce que tu dépenses, je te montrerai qui tu es. Quand je parle vraiment de la France, on a vraiment tous les moyens pour faire de l'argent. Ça, c'est sûr et certain. Clair. Mais en fait, il y a différents stades. Tu peux aller du stade salarié, investissement, entrepreneur, investissement, mais je parle vraiment quand tu commences à être vraiment haut, bizarrement, tout le monde part. C'est commun, si tu veux. C'est pas quelque chose de nouveau. Et en fait, je parlais avec un ami qui s'expatrie, lui, à Maurice, il me disait, c'est simple. Moi, pourquoi j'ai voulu quitter la France ? Il adore la France. Il revient chaque été en vacances parce qu'il a sa famille, etc. C'est, d'une part, quand il se versait un salaire, toutes les charges qu'il a dû encaisser, et ça, malheureusement, on ne peut pas le changer. Non. Mais c'est arrivé à un certain stade. C'est pas tout le monde qui a ce stade. Donc je pense que ceux qui disent que la France, ils sont déjà à un autre niveau. C'est pas nous, c'est pas le commun des mortels, entre guillemets, quand je parle des personnes en général. Il m'a aussi dit, regarde, si je vais dans un pays où la fiscalité est plus intéressante, je fais une plus-value à 1500% sur la crypto, je la retire là-bas. Pas de plat de taxe. Je sais, tu m'en as parlé plusieurs fois. Tu te rappelles ? Donc, en fait, mais ça concerne pas tout le monde. Mais par contre, ceux qui se disent c'est trop difficile, déjà, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait ?
Ouais. Ils ont rien C'est fait. surtout ça. C'est eux. Ceux qui te disent pourquoi tu fais ça, ils ont rien fait en général. Voilà. De toute façon, là où je te rejoins, c'est ceux qui veulent quitter la France. Souvent, ils ont atteint un niveau très élevé. Exactement. Ils voient ce qu'ils vont payer en impôts. Ils se disent hors de question. Moi, j'ai la chance de connaître quelqu'un qui est multimillionnaire. C'est vrai que quand je parle de financier 100 000, 200 000, bon, là, c'est vrai que quand j'échange avec lui, là, faut changer d'échelle de valeur. Parce que lui, là, C'est pas le même monde. il a un portefeuille crypto dans la région à 2,5 millions, si tu veux. Ouais. Donc lui, une journée à 100 000, c'est normal, tu vois. Mais effectivement, quand tu es dans des niveaux de patrimoine comme ça, que tu vois rien qu'un point ou deux de fiscalité, l'impact que ça peut avoir, Exactement. c'est sûr que là, à un moment donné, tu te dis, Là, ça s'entend. Bah oui. je pars à l'île Maurice, Ah bah, je paye l'exit tax, ok, je vais mettre un billet, mais le calcul global, Exactement. surtout quand tu as des grosses valeurs en crypto, c'est énorme. Alors, je donne un exemple. Quand j'étais avec mon président, il me disait, mais Florent, je comprends pas, là, vous êtes salarié. Mais je travaille pour vous. Non, mais vous êtes salarié. Si vous voulez faire du cash, créez une société dans un pays où la fiscalité est intéressante, et la holding vous paiera dans le pays. Et vous évitez toute cette paperasse de charges, etc. Et je dis, ouais, c'est vrai que c'est pas comme ça. Mais dans l'idée, c'est que lui, tu vois, il a déjà d'autres sphères. Il a un niveau que tu Exactement. disais au-dessus. Mais dans le commun des mortels, on n'est pas encore dans ce niveau-là. Donc c'est pour ça que si tu n'as rien et que tu dis qu'il faut quitter la France, c'est faux. Qu'est-ce que tu fais déjà? Qu'est-ce que tu as déjà entrepris? Et après, in fine, peut-être que, oui, tu l'envisageras. Mais pas avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un discours des politiques qui malheureusement est trop axé sur taxer les riches. Comme si taxer les riches, ça allait résoudre la vie des Français. Moi, ça m'éclate parce que j'avais fait un réel où j'expliquais il y a quelques temps que la France était un particulier qui avait contracté un crédit conso il y a 50 ans et qui depuis ne faisait que l'alimenter. Bon, demain tu taxes plus les riches, où c'est qu'il va l'argent? Dans la dette. Il ne sera jamais réinjecté vers les Français. Ça ne changera rien à leur vie. Donc, j'ai toujours envie de dire, mais arrêtez de penser que de taxer les riches, ça va changer votre demain. Quand je vois les technoparades, les trucs, il faudrait que j'y aille un jour, ça va être sympa. Mais vous pensez que demain, ça va changer votre vie? Tu sais, on n'a tellement pas éduqué les gens qu'on pense que l'État va nous sauver. Et en fait, je pense que c'est ça le plus dangereux. Ouais. Ils se disent, faut taxer les riches, comme ça l'État ira bien, et comme ça nous on ira bien. Ouais, les gars, c'est pas comme ça. Le problème, quand ils pensent taxer les riches, ils pensent à taxer la création de valeur. Le problème, c'est que les riches créent de la valeur, qu'on le veuille ou non. Que font les pauvres? Ils prennent ce qu'il y a à prendre, mais ils produisent rien. Encore une fois, j'écoutais un podcast, il disait que la retraite, c'est un Ponzi. Ah oui. C'est un Ponzi. On n'aura pas de retraite, nous, les gars, de toute manière. Il y en aura une. Elle va s'appeler la retraite par capitalisation. Oui, on va se la créer nous-mêmes. Mais le problème dans tout ça, c'est que vous allez avoir un double ponctionnement. Pourquoi? Parce qu'il va falloir continuer à alimenter la retraite actuelle. Ouais. Donc là, le salariat, demain, même si la retraite par capitalisation se met en place, alors ils disent non, mais ça sera que 20-30%. Oui. Mais la réalité, c'est très simple. C'est qu'il y a 20-30% qui vont être ponctionnés des revenus en expliquant que ça y est, ça va être bien, passé. C'est pour tout le monde. C'est pas ça qui m'éclate le plus. Ce qui m'éclate le plus, c'est quand on m'explique que cet argent va être placé sur les marchés financiers. Attends, je vous parle de la performance. Performance 3,5% par an. Brut, avant frais de dossier. alors, on va partir sur du net. Allez, partons sur du net. Okay. Et là, je me dis, écoute, ça fait 8 ans déjà que je me l'ai créé, à 15% par an, sur mon assurance vie. Bon, écoute, on va continuer comme ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin de... L'émancipation au contraire de la masse. Et en fait, il faut éduquer les gens à se dire, ok, aujourd'hui, je décide de me prendre enfin en main. Mais hormis l'investissement, même pas besoin d'aller là. Montre-moi ce que tu dépenses, je te dirai qui tu es. Ouais, c'est clair. Et tu regardes les dépenses des gens, c'est des fous furieux. Des fous. Et petit salaire comme gros salaire. Ah bah oui, non, mais ils vivent au-dessus de leurs moyens. Il y en a beaucoup qui vivent au-dessus de leurs moyens. Mais ça c'est dès l'éducation à l'école, etc. On nous apprend rien là-dessus finalement. C'est toujours maths, français. Mais peut-être que c'est voulu, hein, non? Peut-être, j'en sais rien, mais voilà le résultat. Le résultat, c'est que tu vas aux États-Unis. Dès les mecs qui commencent à travailler, tout le monde investit. C'est la normalité chez eux. Nous, t'es hors norme quand toi t'as un patrimoine immobilier, toi t'investis en crypto, tu commences à avoir quelques dizaines de milliers d'euros, c'est pas possible. Alors que là-bas aux États-Unis, c'est la normalité, tu vois. Beaucoup plus. Mais tu sais ce qu'on m'a dit. Non, mais tu vois, c'est la normalité. Tu commences à avoir plusieurs biens, on dit ouais, toi t'es un marchand de sommeil. Ouais, non mais. Damn, moi, j'ai
C'est vrai que je n'osais pas te le dire. Ah mince, non, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de perception. Moi je me souviens que la première fois où j'ai lancé mes trucs, on m'a regardé un peu bizarrement quand même. Et des fois, même moi, je me dis, est-ce que je parais pas comme un mec bizarre, tu sais ? Tant mieux. Parce que Tant mieux. Parce que tu dis des choses un petit peu, tu sais, en mode gourou secte, tu sais. Et des fois, je me dis, mais en fait, quelle image je renvoie ? Et des fois, je me dis, ça va être bizarre, en fait. Parce que tu bouges tellement les lignes, T'es hors norme. tu sors tellement des codes que, effectivement, quand tu parles d'être millionnaire l'année prochaine, tu vois, le mec, il te regarde, mais redescends sur Terre. Non, mais tant toi, mieux. reste-y sur Terre. Ouais, tant mieux, Et, c'est ça qu'il faut. C'est ce que je me dis, moi aussi. Mais moi, j'ai vécu avec des parents qui ont travaillé toute leur vie très dur et qui voilà, ça a toujours été compliqué. Surtout quand tu es dans des actifs, dans des métiers comme l'agriculture ou la viticulture, tellement durs et qui ne rapportent pas. S'il y a bien un truc que j'ai pris de mes parents, c'est cette capacité à comprendre dans quels actifs il faut investir. Quels actifs vont doubler, tripler demain ton salaire. Parce que travailler 60 heures pour un job qui te rapporte parfois moins que le SMIC, et malheureusement c'est le cas de tellement d'agriculteurs en France, et tu comprends que les mecs ils n'ont pas envie de faire ça. Tu sais qu'il y a... Je vais te raconter une anecdote que mon père m'a dit, parce que mon père est très, très bon dans le côté travail. C'est-à-dire que mon père, c'est pas un fainéant, il nous a toujours inculqué la valeur du travail constamment. Il a nuancé, parce que ma mère était plus sensible au travail, des fois ça se passait pas bien, tu vois, elle était vraiment prise. Il y avait beaucoup de jalousie autour de son poste et autres, et en fait, ma mère était vraiment triste des fois. Et on l'a vu, des fois elle était au bout du bout, et nous on voit ça. Et mon père m'a dit cette phrase, on était à table, hey, les enfants, écoutez, le travail c'est que du travail, ça vous définit pas. Le travail, ce n'est que du travail, arrêtez de faire une fixette. Ça te plaît pas, tu changes de taf. Point barre. Point barre. Tu trouves quelque chose auquel tu vas plus t'épanouir, où tu auras moins de pression, mais ne te contente pas à rester dans un milieu qui te fait péter les plombs. Et mon père a changé plein de fois de travail. Et il est toujours là. Après, mon père aussi, c'est un pirate. Tu vois, donc, c'est ça. C'est un pirate. C'est de famille. Ouais, c'est un pirate. Il a toujours créé des choses. C'est ça ton côté Jack Sparrow, du coup. Mais factuellement, c'est un exemple, mine de rien. Parce que tu vois, je l'ai vu changer de boîte, créer des boîtes, changer de boîte, fermer des boîtes, ouvrir des boîtes, changer de boîte. Et je me suis dit, c'est énorme. Et mon père n'a jamais été triste. Il a toujours fait quelque chose. Donc l'action, le travail, c'est des valeurs qui ont vraiment été transmises indirectement ou directement. Mais c'est vrai, quand des fois tu fais un métier où tu as la tête dans le guidon, tu te rends pas compte, tu peux pas voir ce qu'il y a à côté, c'est terrible. Je comprends ce que tu veux dire par être un pirate. Je dirais, pour le mettre en mode plus soft, je dirais c'est effectivement sortir des normes en fait. C'est être en capacité de se dire, bon déjà c'est ça que j'aime, ça déjà il faut savoir quitter des fois des jobs salariés qui t'épuisent, et puis effectivement gagner en liberté, gagner en sérénité, être là aujourd'hui quand d'autres malheureusement sont bloqués au boulot, ça peut être compliqué, on a connu ça souvent, il faut vraiment qu'on le fasse ce live. Mais c'est un kiff absolu. Donc merci à vous d'avoir été là. Hein. Merci Nico. C'était un grand plaisir et je pense qu'on a donné beaucoup de valeur. Let's go. Ouais, merci à tous en tout cas. C'était chouette. Ouais.